Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage de la rédaction. Nous serons aujourd'hui en compagnie de Hong Shuo Chen, Alex Hong, chercheur auprès de Wild at Heart Legal Defense Association, qui va nous parler des faces cachées des énergies vertes à Taïwan. Ayant assisté récemment à une conférence d'Alex Hong sur la décroissance, je l'ai interviewé sur ce thème ainsi que la permacultrice Tammy Turner qui donne un cours sur la décroissance à l'université Zhengzhou. La décroissance remet en question le croissancisme, c'est-à-dire la priorité donnée à la croissance du PIB comme objectif principal des politiques économiques. Il s'agit d'aller vers une réduction de la production industrielle et de la consommation dans les pays riches pour faire évoluer le système économique vers une réduction des inégalités, une augmentation du bien-être et des modes de vie plus respectueux du vivant. La décroissance pourrait être une alternative à la tendance actuelle, la croissance verte. Alors avant de parler de décroissance, nous nous pencherons dans ce décryptage et celui de la semaine prochaine sur la croissance verte et ses écueils à travers le cas concret de Taïwan. La croissance verte repose principalement sur deux piliers, la comptabilité et le marché carbone pour faire face au changement climatique dont nous parlerons jeudi prochain et la transition énergétique grâce au développement de l'éolien et du photovoltaïque. On connaît tous les principaux arguments en faveur de ces énergies. Le vent comme le soleil, certes intermittents, sont des ressources inépuisables, donc renouvelables. Les éoliennes et les panneaux solaires produisent de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre, ce qui permettrait de réduire petit à petit les énergies fossiles, très émettrices de CO2. Mais comme le rappelle Alex Hong, qui a mené des recherches sur le sujet, ces avantages sont à nuancer. Les énergies qu'on appelle vertes ou renouvelables ne sont vraiment propres que dans la phase de production d'électricité, en ce sens qu'elles n'émettent pas de CO2. Mais cela ne prend pas en considération le reste, et notamment leur empreinte physique. Quelle que soit la manière dont on produit de l'énergie, il faut des matières premières pour fabriquer les infrastructures, telles que les panneaux solaires ou les éoliennes. Et au bout de quelques décennies, cela devient des déchets. Une autre question que cela soulève, c'est que pour bâtir ces infrastructures, cela nécessite du terrain, et les énergies vertes en particulier ont besoin d'étendues très vastes. Alors certes, ces énergies sont plutôt bonnes pour l'environnement pendant la phase où elles produisent de l'électricité, mais il y a plein de problèmes autour qui ont tendance à être négligés. Les gens qui voient les technologies uniquement de manière optimiste insistent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, mais de mon point de vue, le point clé, c'est la quantité d'énergie que nos sociétés consomment qui ne baisse pas malgré l'amélioration de l'efficacité énergétique. À Taïwan, le solaire et l'éolien comptent pour près de 12% du mix énergétique en 2024. L'hydroélectricité est marginale. Le mix énergétique taïwanais reste dominé par les énergies fossiles avec environ 42% de gaz et 39% de charbon. L'énergie nucléaire représentait l'an dernier environ 4% du mix, mais depuis, le dernier réacteur a atteint sa limite d'âge de 40 ans et a été mis à l'arrêt en mai dernier, même si un référendum est prévu le 23 août prochain sur son éventuelle remise en service. Avec environ 12% du mix énergétique, la part du solaire et de l'éolien est encore loin de l'objectif de 20% d'ici à 2030, fixé par le gouvernement dans la perspective d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce développement relativement lent des énergies renouvelables s'explique par plusieurs facteurs, dont les réticences des riverains dans le centre et le sud de Taïwan, là où elles sont principalement installées. En regardant de plus près, la plupart des ONG environnementales qui promeuvent les énergies vertes sont situées dans le nord de Taïwan. Elles n'ont pas souvent l'occasion d'aller dans le centre et dans le sud, voir les problèmes concrets auxquels sont confrontés les habitants lors de l'installation de ces infrastructures. Et les ONG qui sont plutôt contre le développement des énergies vertes sont quant à elles plutôt basées dans le centre et le sud de Taïwan. Elles peuvent voir à quel point ces énergies nécessitent de vastes terrains et les conséquences pour les riverains. Dans mon précédent travail, j'ai justement aidé des citoyens à lutter contre l'installation d'éoliennes terrestres. J'ai entendu qu'il y avait des mouvements similaires en Europe. En fait, la plupart des gens ne savent pas que les éoliennes produisent des sons à basse fréquence qui peuvent créer des désagréments. Si on est à côté pendant 5 minutes, ça va, mais si on a ça à côté de chez soi 24 heures sur 24, c'est difficile à supporter.
En rencontrant des riverains, je me suis rendu compte à quel point ils essayaient de lutter contre l'installation de ces éoliennes. Quand on est dans un bureau, on ne s'en rend pas forcément compte, mais maintenant, ça commence à être de plus en plus documenté. On ne peut plus dire « Ah bon, je ne savais pas » et ne pas tenir compte du problème. À Taïwan, ces questions apparaissent très peu dans les médias et certaines ONG environnementales ne les soulèvent pas. L'une des faces cachées des énergies renouvelables, mais aussi des véhicules électriques et du tout numérique, dont on commence à parler en France depuis quelques années, c'est la quantité phénoménale de minerais que cela nécessite. Et ces mines, qui s'étendent sur de très vastes terrains, entraînent la déforestation et détruisent de manière irréversible la biodiversité locale. Cette extraction minière n'est pas non plus sans conséquences sur les populations locales, comme le souligne par exemple la chercheuse Aurore Stéphan de l'association Systext. Mais cela se passe souvent ailleurs et il est facile de fermer les yeux. Quant aux ressources minières nécessaires pour la fabrication de ces infrastructures énergétiques, on en parle encore moins à Taïwan. En ce qui concerne les panneaux solaires, pour être installés sur une grande superficie, certaines forêts ont été rasées dans le centre et le sud de Taïwan. Il y a aussi le cas où ce sont des terres agricoles qui sont transformées en fermes photovoltaïques. Ces infrastructures sont forcément construites au détriment d'autres terres, que ce soit des terres arables ou des forêts. En ce qui concerne la question des déchets, on commence juste à s'y intéresser à Taïwan, puisque les premières éoliennes installées vont bientôt arriver sur leurs 20 ans, ce qui est la durée moyenne de vie d'une éolienne. La question de leur démantèlement et des déchets commence à se poser. Mais ce qui inquiète le plus les ONG du centre et du sud, c'est que ces infrastructures soient construites sur des terrains sensibles sur le plan environnemental. On se demande comment cela est possible alors que Taïwan est doté de lois de protection de l'environnement. Je pense qu'il y a deux raisons. Premièrement, dans notre système capitaliste, la construction de ces infrastructures revient aux entreprises selon des logiques de marché. La priorité est donc le profit, et le profit prime sur l'environnement et sur le bien-être des riverains dans les décisions. Ce sont les entreprises qui font les projets et le gouvernement qui les soutient. Deuxièmement, si on veut produire toujours plus d'énergie de cette manière, c'est sûr que Taïwan n'a pas une superficie assez grande. C'est ces deux problèmes qui ont débouché ces dernières années sur un accaparement des terres liées au développement des énergies vertes à Taïwan. Le développement des énergies renouvelables à Taïwan est tourné vers la transition énergétique, mais aussi vers le profit. C'est ce qui explique la volonté de construire de grands parcs éoliens ou photovoltaïques beaucoup plus rentables que de construire des réseaux décentralisés plus résilients, gérés au niveau des quartiers ou des villages, qui pourraient aider les habitants à tendre vers l'autosuffisance. Par ailleurs, le gouvernement taïwanais veut augmenter la part des énergies renouvelables, mais est-ce vraiment suffisant pour faire baisser de manière significative les énergies fossiles ? Rien n'est moins sûr. Le gouvernement prévoit d'ailleurs d'augmenter ses importations de gaz en provenance des États-Unis, notamment d'Alaska. À Taïwan, la consommation d'énergie continue d'augmenter et la demande d'énergie va croissant en raison du développement des véhicules électriques et de l'intelligence artificielle. Les statistiques montrent que quand l'économie croît, la production augmente grâce aux économies d'échelle, et cela entraîne aussi une augmentation de l'utilisation des ressources. Les gens qui promeuvent la croissance verte ou les techno-optimistes croient que si l'on améliore sans cesse l'efficacité de la production et des technologies, l'économie pourra continuer à croître tandis que l'utilisation des ressources baissera. C'est ce que l'on appelle le découplage. Mais si l'on étudie cela de plus près, il y a deux types de découplage. Le premier est un découplage relatif. La croissance continue, mais l'utilisation des ressources croît moins vite. Dans ce cas, on arrive aussi à un épuisement des ressources, mais moins vite. Le second, c'est un découplage absolu. L'économie croît et l'utilisation des ressources décroît. Alors là, on pourrait dire que c'est une croissance durable. Mais ce que les économistes ont observé, c'est qu'il n'y a jamais eu de découplage absolu. Il n'y a eu qu'un découplage relatif dans certains pays du nord de l'Europe, mais c'est parce qu'ils ont délocalisé des industries polluantes et énergivores ailleurs. Si l'on ne regarde pas au niveau mondial, cela n'a pas de sens. Et au niveau mondial, il n'y a jamais eu de découplage, même pas relatif. Car à chaque fois qu'il y a eu des gains de productivité, les profits dégagés ont permis d'augmenter l'échelle de production. À Taïwan, le gouvernement parle de découplage sans donner plus de détails, précise Alex Rong.
Si le découplage porte uniquement sur les émissions de carbone, c'est faisable. Il suffit de passer entièrement à des énergies renouvelables. Mais si l'on prend en considération l'ensemble des ressources, un découplage est impossible. Aujourd'hui, le gouvernement parle donc de découplage plutôt pour les émissions de carbone, mais il faudrait se demander, est-ce un découplage relatif ou absolu? Si c'est relatif, cela signifie que la croissance des émissions continue. Ainsi, si les énergies renouvelables ont des avantages et méritent d'être développées dans le respect des écosystèmes et des riverains, ce n'est pas la panacée. Leurs différentes facettes cachées, que nous avons brièvement abordées aujourd'hui à travers l'exemple de Taïwan, montrent qu'elles ne sont pas une garantie pour rester à l'intérieur des limites planétaires. Qu'en est-il de la comptabilité carbone? Nous l'évoquerons jeudi prochain, toujours à travers le cas de Taïwan. C'est ainsi que s'achève ce décryptage. Merci beaucoup de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme de RTI.中华海边，日头炎炎照着阮的面，酸酸的海风穿入阮的耳，是毋是海洋要向阮来诉悲情？到底是发生着什么大代志？海底的鱼仔是拢总走去味。海边的鸟仔是喉咙喉袂停，听讲是阿姑甲要来抢地做生意。